à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder les défis du dialogue pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, là, il y a deux camps, les blocs qui réclament à corps et à cri le dialogue national inclusif. Et il y a un autre bloc qui dit niet au dialogue, pas question de dialogue, la situation que traverse la RDC, il faut faire la guerre au Rwanda. Il faut faire la guerre. Alors, entre-temps, les églises qui se coalisent, qui constituent aussi une force, qui se sont mises ensemble, ils ont même tracé le schéma ou le processus pour aboutir à ce dialogue politique et inclusif. Alors, j'ai fait appel au professeur Sylvain Tchikoji, qui est internationaliste, qui est spécialiste dans l'éthique politique, qui est spécialiste dans plusieurs domaines, mais aussi qui est philosophe, pour que nous puissions parler tout autour du dialogue, le concept de dialogue, c'est quoi? Et puis, est-ce que le dialogue tel que proposé par les églises, ou bien tel que le réclamé par des politiques, est-ce que c'est un dialogue qui pourra amener à la paix, qui pourra faire cesser les violences, qui pourra arriver à faire que la RDC se développe? Voilà autant de questions que nous allons pouvoir évoquer tout au long de cette émission de ce jour. Bonjour, professeur Sylvain. Bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons invité, professeur, pour essayer un peu d'esquisser, de pouvoir parler sur le dialogue. D'abord sur le plan scientifique. Comme science, vous pouvez nous dire, est-ce que le dialogue, c'est quoi? Est-ce qu'en ces moments de crise en République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, on peut recourir au dialogue? Et puis, ceux qui réclament la guerre, est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort? Voilà, autant de questions. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord à nos téléspectateurs? Je sais que c'est pas la première fois, mais il faut le faire, c'est important. Oui, merci beaucoup, monsieur Gustave. Merci de m'avoir invité encore une fois pour discuter de ce concept dialogue, mais surtout tirer les conséquences ou les implications politiques en rapport avec la situation qui prévaut dans notre pays. Je suis Sylvain Tchikoji, je suis professeur des universités, philosophe, internationaliste et champion des questions éthiques de la gouvernance, éthique de la gestion des entreprises publiques ou tout simplement l'éthique de la responsabilité politique. Je suis auteur de plusieurs ouvrages et essais politiques et essais scientifiques. Donc je m'efforce d'aider mon pays, donc la RDC, justement, à comprendre certaines choses, mais surtout à expliquer, à faire un travail pédagogique pour que notre population, notre peuple comprenne ce que c'est le dialogue, ce que c'est certaines questions d'éthique et de responsabilité. D'accord. Alors, j'ai entre mes mains un ouvrage un ouvrage intitulé Multipartisme politique en Afrique, résurgence des rivalités ethniques, qui est votre œuvre, Sylvain Mbumba. Et puis, à la page 88, vous parlez de la culture politique, et là, vous dites une exigence du dialogue. Ça signifie que vous avez eu à chercher, fouiner, et trouver
tout ce qui est en rapport avec les dialogues. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous définir les concepts dialogue? Oui, justement, je vais le faire. Vous savez, quand on parle de la politique de la paix et du développement, cette politique de la paix et du développement invite tout le monde, la population et les acteurs politiques, justement, à travailler pour qu'il y ait, à travailler à l'émancipation et au développement du pays. Mais cette politique de la paix est aussi dialogale et idéale. Dialogale pourquoi? Parce que les interlocuteurs politiques en présence doivent chercher un consensus vrai. Je parle du consensus vrai. Et pour arriver au consensus vrai, les acteurs en présence, les acteurs politiques, doivent rechercher, regarder dans une même direction, mais surtout rechercher l'entente sur des questions existentielles de la communauté politique. Tant qu'on n'a pas en vue des questions existentielles, le dialogue n'a pas de sens. Alors qu'est-ce que c'est le dialogue? Le dialogue, c'est un moment où les interlocuteurs s'auto-récréent. On s'auto-récrée, on échange arguments et oppositions. Pareil dialogue évite tout ce qui est violence. Parce qu'ici, il y a l'intelligence de l'argumentation et de l'opposition. On évite les violences, on évite des guerres, on évite des brutalités. On est dans un moment dialogal où on fait prévaloir l'argumentation et l'opposition. Et ce qu'on vise, c'est quoi? C'est d'abord le consensus vrai, 2, la vérité, c'est un événement de la vérité, 3, c'est un événement de la justice. Puisqu'il n'y a pas de dialogue s'il n'y a pas la justice politique et sociale. Et enfin... Qu'est-ce que vous entendez par justice politique? La justice politique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on doit penser que ceux qui sont capables de gérer le pays peuvent, ou de gérer la chose publique, peuvent à ce moment-là être à la place qui convient à leur capacité de gestion. Et cette justice doit être faite pour tous ceux qui se sont engagés en politique. Mais il y a une justice sociale qui accompagne, c'est-à-dire une justice qui va dans le sens de la responsabilité politique en donnant à la population un minimum de bonheur partagé. Donc voilà ce que j'entends par justice. Mais je disais que il y a des vertus fondatrices du dialogue, c'est ce que je viens de dire, un consensus vrai, recherche de la vérité, recherche de la justice politique et sociale, et recherche de la vie commune, du vivre ensemble. Là, c'est sur le plan scientifique. Ça, c'est sur le plan scientifique. Le dialogue. Le dialogue, la définition du concept. Oui, alors maintenant, je dis que ce dialogue, c'est un événement humain. Parce qu'il s'agit ici de l'auto-récréation des humains, des individualités, des personnalités politiques qui sont en présence. L'auto-récréation, ça me retient. On se récrée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on se sent humain. Parce que c'est un événement humain, un événement qui réunit les hommes, les personnes humaines, et qui doivent être, c'est pas comme des animaux, hein, puisque les animaux c'est la brutalité, c'est la rivalité, mais ici c'est un événement humain où on s'autocrée, on accepte la présence des autres. Là, vous parlez de ceux qui pourront participer au dialogue. Ceux qui participent. Je parle donc, on y va avec un esprit de récréation. De auto-récréation. Auto-récréation, c'est-à-dire... La reconnaissance de la présence de l'autre, de l'humanité de l'autre, le respect et la considération. On ne va pas dans un dialogue quand on ne sait pas considérer l'autre comme un partenaire, on le considère comme un rival. C'est pas comme ça. Mais on ne va pas dans un dialogue pour gagner une équipe contre une autre. Non. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un événement humain d'auto-récréation. Ici, on ne cherche pas à... Donc, on doit s'effacer devant la chose qui revendique l'existence ou la chose qui revendique la vie
en communauté politique. Donc, on va dans un dialogue, si je vous entends bien, avec déjà un esprit de concession. Absolument. Le consensus sur des choses existentielles de la communauté politique. Sur le plan scientifique, c'est cela, c'est que moi j'entends par le dialogue. Donc, le dialogue, cela n'exclut pas qu'il y a un affrontement. Mais le dialogue, c'est un moment de la reconnaissance de l'autre et de la reconnaissance surtout des questions existentielles qui engagent le pays, qui engage la population. Alors, parce que vous parlez de la culture du dialogue, est-ce que le peuple congolais a cette culture? Les cultures traditionnelles congolaises, vous allez trouver qu'à tout moment, quand il y avait des problèmes dans nos sociétés traditionnelles, le chef lançait un appel à un dialogue, à la rencontre. Ce qu'on appelle arbre à palabre. Arbre de la palabre. Où on discutait, on échangeait et on trouvait des consensus sur des choses qui sont essentielles, existentielles pour la communauté, pour le bonheur de la communauté politique. Ça existait. Et cette culture existe aussi dans nos familles. Vous voyez, il y a des dialogues en famille, ce qu'on appelle des conseils de famille, des conseils de communauté locale. Ça existe. Mais c'est le chef qui donne le ton, qui invite au moment qu'il constate qu'il y a des problèmes, qu'il y a des remous au sein de la communauté. À ce moment-là, il invite les gens à dialoguer, à trouver des consensus et à avancer dans le même sens. Alors, parce que en République démocratique du Congo, on a déjà dialogué plusieurs fois. 47 fois. La conférence nationale souveraine. Avant même la conférence, il y avait d'autres... En 1930 déjà, avec le Mumba et les autres. Voilà, table ronde. Ça signifie, on peut considérer que la culture des dialogues est aussi congolaise. Tout à fait. Donc je disais que de par nos cultures traditionnelles, le dialogue est déjà là, comme une vertu. Vous voyez, comme un moyen, un instrument de récréation de la communauté. Donc, un instrument idéal pour que la communauté ressurgisse, la communauté se réinstalle, se recrée. Ça existait. Et maintenant, sur le plan politique, nous avons vu depuis 1930, 1960, où il y a déjà ce problème de dialogue qui a eu lieu. Donc, avec les cartels politiques qui existaient, le Mumba qui était un radicaliste, les autres centristes et d'autres, ils se sont mis ensemble pour affronter la difficulté et proposer donc l'indépendance à l'époque. Et justement, nous avons, à partir de là, la culture du dialogue est entrée dans notre espace politique. Et nous en avons fait à peu près 47. 47 dialogues. Et le plus grand, c'était la conférence nationale souveraine, où il y a eu ce consensus, où on est arrivé, mais malheureusement, le dialogue qui a été à la conférence nationale n'a pas abouti. Mobutu est parti de son côté, et de l'autre côté, c'était M. Mosengo, avec l'opposition qui était l'opposition radicale. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a pu revaloriser les acquis de cette conférence nationale? Bon, ça, c'est une autre question, mais je pense que les acquis sont là. Au lieu de tâtonner avec beaucoup de trucs, le travail a été fait sérieusement et toutes les couches de la population avaient participé à ce dialogue national. Donc, on peut tirer des conséquences ou aller revisiter les conséquences ou les résultats de cette conférence nationale souveraine qui avait travaillé, qui avait fait un travail de haut niveau. Et donc, je disais que... Qui était un dialogue, mais qui n'a pas abouti à ce que le peuple recherchait. On n'a pas célébré ça. Il fallait qu'on arrive à un consensus vrai. Ils ne sont pas arrivés à ce consensus, comme je l'ai expliqué au début. Et là, qu'est-ce qui avait empêché? Les dictateurs Mobutu ou quoi? Non, il y avait... justement parce que Mobutu lui-même n'était pas convaincu d'aller jusqu'au bout et de s'auto-recréer en considérant la présence et l'opposition qui existait. Et l'opposition aussi de son côté, beaucoup d'erreurs qui réclamaient absolument le départ de l'autre. Or, l'autre, le président Mobutu était déjà vers la fin. Et c'est ça ce qui faisait problème. C'est de dire que l'autre qui est au pouvoir, qui est légitime, qui a été élu, qu'il quitte pour commencer. C'est ça quand on amène un agenda biaisé, qui n'est pas correct, qui ne va pas
dans le sens du bien de la communauté politique, on vient pour se partager le pouvoir, on vient pour avoir des postes ministériels, des postes comme mandataire public et tout cela, pour reprendre et revenir dans les choses sans voir, hein, sans anticiper sur le bonheur du peuple. Du peuple. À ce moment-là, c'est biaisé et à ce moment-là, les conséquences sont néfastes et on n'arrive pas à un véritable dialogue, à un vrai consensus dans la communauté politique. Alors, vous avez bien dit tout à l'heure que depuis 1930, il y a eu dialogue, table ronde et puis conférence. Mais d'où est venue la culture de la guerre pour avoir le pouvoir? Bon, vous savez, déjà en 1960 et tout cela, la dictature est entrée. Pierre Mouléler, il va en rébellion. Lumumba meurt, et Kabila et Laurent, ils vont en rébellion, ils se cassent, et à ce moment-là, la culture de la guerre existe. Ça, c'est d'un point politique. Mais d'un point de vue naturel, culturel, dans une communauté politique, il y a toujours des affrontements politiques. Ça existe. Sinon, il n'y aura pas de communautés politiques. Sur l'espace politique, il doit y avoir des affrontements. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'affrontement doit être humain. Il doit aller dans le sens du bien. C'est un point de vue, argumentation et opposition. Mais que cela ne soit pas sauvage, en prenant la guerre, en se mettant dans la rébellion sauvage, où on tue, on brise l'élan du développement et de la vie en commun. Et c'est une difficulté. Et le Congolais a développé ça à un certain moment, où il y a toujours ces oppositions, mais il faut dire aussi que ces oppositions et ces guerres sont aussi venues de l'extérieur, où nous faisons des guerres par procuration, où les maîtres systèmes, comme je les appelle, c'est peut-être les impérialistes qui, eux, pensent qu'il faut créer des divisions, il faut créer des guerres pour tirer le profit. C'est ce que beaucoup de pays africains, surtout dans les pays francophones, ont connu cette situation. C'est le cas que nous connaissons dans notre pays, où les transnationales, les multinationales, les maîtres systèmes, ils viennent chez nous, ils veulent avoir nos richesses, alors ils doivent nous mettre en désordre, en difficulté, et nous faire la guerre par procuration pour tirer le plus de profit de notre richesse, de nos richesses naturelles qui sont là. Et cela le Congo n'est pas une exception. Ça s'est fait dans beaucoup d'autres pays. Vous voyez ce que c'est fait maintenant au Mali, au Burkina Faso, et en Libye, et Soudan. C'est souvent ça ce qui arrive. Donc, c'est cette culture de la guerre, de la brutalité qui nous a été aussi apportée de l'extérieur, surtout. Donc c'est à cause de nos minéraux. À cause de nos richesses. Il n'y a pas que des minéraux. Il y a aussi beaucoup d'autres richesses qui ont été prises par l'Occident et qui veut toujours. Alors c'est ce que Donald Trump disait dernièrement, qu'est stupide de faire la guerre au Congo qui a toutes ces richesses. Pourquoi ne pas aller faire des business, aller directement vers le Congo et faire des business, faire les ententes. Au lieu de tuer, de massacrer. Jusqu'à plus de 10 millions de personnes et plus de 500 000 femmes violées, puisqu'on en compte, ça c'est statistique officielle, mais en réalité c'est plus que cela. Il y en a qui parlent même de 15 à 17 millions de morts. Alors, Trump dit que c'est stupide d'avoir fait ça. Et là, il stigmatise l'Occident, l'Europe, qui a voulu passer par un autre pays, qui est un petit pays, qui n'a aucune richesse dans son pays, mais qui était devenu vraiment le fournisseur de toutes ces richesses, de tous ces minéraux stratégiques. Ça signifie que les États-Unis, eux, n'ont rien dans ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Non, je n'ai pas dit ça. Les États-Unis, en tant que... vous savez, avec l'administration Bill Clinton, ce sont eux qui sont à la base de ça, à partir de 1994. Vous voyez, ce sont eux qui sont à la base. Comment Trump peut indexer que l'Europe, alors que son pays est pour beaucoup derrière le Rwanda? Oui, mais justement, c'est cela, parce que tout le monde cherchait des business, cherchait à faire des business. Mais ils ont pris un mauvais chemin, ils ont créé une guerre
injustes qu'ils ont imposées à la RDC pour tirer profit de ces richesses. C'est justement ce que je voulais expliquer. Alors, quand je parle des transnationales, ouais. il n'y a pas que les transnationales européennes, je parle de l'Occident en général, y compris les Américains qui sont là. Aujourd'hui, Trump se ressaisit pour dire non, on peut aller directement faire le deal, faire les business et tirer profit de cela de façon officielle pour que le peuple congolais puisse bénéficier de ces richesses naturelles. C'est ce qui s'est fait par exemple au Qatar. Le Qatar avait beaucoup de pétrole. Mais si vous allez au Qatar aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le peuple profite des richesses. Vous voyez, je vous donnerai l'exemple, un jeune homme qui termine à 20 ans, qui termine ses études, l'État lui donne des moyens pour avoir un espace de vie. Il donne des moyens. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que chaque personne, chaque citoyen profite des richesses du pays. C'est justement ce qui doit arriver au Congo. Mais là, c'est après combien de temps pour arriver à ça? Je ne peux pas évaluer ça. Les temps, je ne peux pas. Mais si nous arrivons à terminer d'abord cette première étape, où nous avons la paix, c'est ça, c'est que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de faire. Si nous avons le moment de paix, vient le moment du développement, vient le moment de la récréation de notre communauté politique, et chaque citoyen congolais devra profiter de ces richesses. Alors, professeur, vous l'avez dit tantôt, dans cette situation où il y a l'implication, l'immixtion des pays étrangers dans la situation congolaise, dans la crise congolaise, il y a des pays étrangers dedans et qui se sont impliqués à plus haut niveau. Pensez-vous que le dialogue tel que revendiqué peut être la solution à cette situation? Non, moi j'ai une autre lecture. Je dis qu'il y a dialogue, comme je l'ai expliqué, mais s'il faut tirer des implications politiques, il faut dire que le dialogue s'est fait sur base de crises. Bon, il faut se poser la question, est-ce que nous avons la crise politique dans notre pays? Non. Est-ce que nous avons la crise de gouvernabilité? Non. Pourquoi? Parce que les institutions sont en place. Le chef de l'État et les parlementaires qui sont là ont été votés de façon souveraine par notre peuple. Par conséquent, le dialogue est inutile. Deuxièmement, la guerre qui nous a été imposée par le Rwanda, par procuration, je le dis ici, ne peut pas être résolue par le dialogue interne, puisqu'il n'y a pas de crise à l'interne. Vous voyez? Alors, ceux qui veulent faire le dialogue ici, vous avez parlé des religieux, de l'Église catholique, SCC et d'autres confessions religieuses qui se sont associées, et je pense qu'ils ont un autre agenda. Ils sont en communication avec ceux qui nous ont fait la guerre, avec l'intention de faire revenir. Alors, le dialogue, j'ai dit que le dialogue, c'est un événement humain. C'est lui qui a tué, qui a fait la guerre, qui a détruit, ça s'appelle la trahison. Je ne vais pas amener le livre de trahison, mais ça s'appelle la trahison. Ces gens-là ne peuvent pas être, ce ne sont pas des humains. J'ai dit que le dialogue est un événement humain où on doit se recréer, s'auto-recréer soi-même. Alors, ces gens-là ne peuvent pas être à la table. Mais voilà, ils trouvent une astuce. L'astuce, c'est quoi? C'est de passer par un dialogue qui n'a aucun sens, et le dialogue qui ne peut pas apporter grand-chose pour la population. C'était un dialogue qui va permettre à tous ces belligérants pour revenir au pouvoir. Donc ça sera un dialogue de belligérants, ça ne sera pas un dialogue humain, un dialogue qui vise le bonheur et le développement de notre peuple. Alors, bien que vous l'ayez dit ici que le dialogue est une exigence lorsqu'il y a crise, et vous pensez que la crise actuelle ne peut pas faire appel au dialogue? Non, puisqu'il n'y a pas un dialogue interne. Mais quelle est cette crise? Nous avons la crise sécuritaire qui nous est imposée à l'est du pays. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas une crise gouvernementale, ce n'est pas une crise de gouvernabilité, ce n'est pas une crise politique. Est-ce que les institutions de la République ne fonctionnent-elles pas? Les institutions de la République fonctionnent normalement.
Mais nous avons une crise sécuritaire à l'est du pays par rapport aux difficultés que nous avons de la gestion, par exemple, de nos minéraux nous-mêmes. Et cette guerre nous a été imposée. Elle est une guerre par procuration parce que l'Occident, nous savons, ils sont derrière cela pour pouvoir prendre nos Alors, richesses. les fiscs pour cette crise sécuritaire. On a commencé on ne peut pas réunir les gens pour en finir. Pourquoi? Le gouvernement est là. Et quel est le rôle du gouvernement? Mais le gouvernement est là. Oui, il y a le gouvernement avec toutes les institutions. Nous avons le Parlement, les deux chambres du Parlement. Nous avons les institutions sociales ou entreprises publiques qui fonctionnent normalement. Nous avons le gouvernement qui est en place. Et vous parlez des institutions qui fonctionnent normalement, mais celui qui réclame encore et à créer le dialogue, c'est le président de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est pas, il dit qu'il faut dialoguer. Non, mais lui, il réclame. Il ne doit pas réclamer, il doit proposer. C'est ça la difficulté. Vous voyez, l'intelligence de la gestion de la chose publique. Donc s'il le propose, là, ça peut passer. Il peut proposer, nous allons discuter. Puisque quand vous proposez, c'est votre proposition, c'est pourquoi j'ai dit que le dialogue, c'est un lieu de la reconnaissance et de présence des autres. En disant, en réclamant cela, est-ce qu'il a pensé à nous autres? Puisqu'il faudra nous autres aussi, qu'on donne un point de vue. Oui, mais lui a pensé aux autres, il dit que les chefs de l'État, il fera mieux lorsqu'il aura à ses côtés les forces sociales, les autres forces politiques, ajoutées à sa majorité parlementaire, il deviendra plus fort que lorsqu'il n'a que sa majorité parlementaire. Et en quoi ça va résoudre le problème de l'Est? En quoi ce dialogue va résoudre le problème de l'Est? Mais parce que vous n'avez pas encore dialogué. Est-ce que vous pouvez... On a déjà dialogué avec le Rwanda. Nous avons les accords de Washington. Actuellement, il y a un dialogue entre les belligérants et le gouvernement congolais à Doha. Pourquoi doit-on dialoguer encore ici? Dialogue interne, inclusif et national. Qu'est-ce que le président de l'Assemblée nationale a derrière sa tête? Nous ne le savons pas. Ici, comme je vous ai dit, à la conférence nationale souveraine, quand on va faire le dialogue là, ils viennent avec les agendas pour que ceux qui ont tué, ceux qui ont tué et ceux qui ont pillé, qui ont trahi le pays, reviennent à la table des négociations. Ça n'a pas de sens. Il n'y a que l'éthique dedans. Il n'y a que l'éthique. Donc pour moi, cela c'est un non-événement. Il peut proposer ce qu'il propose, mais d'un point de vue politique, pour faire revenir ceux qu'il considère comme étant de partenaires, alors que ce sont des gens qui ont trahi. Ils ne peuvent pas être ici. Le peuple congolais aujourd'hui n'est pas dupe. Mais pourquoi vous refusez le dialogue réclamé par le président de l'Assemblée nationale qui est dans les institutions, qui est dans l'institution Parlement, a-t-il discuté qui avec est le membre Parlement influent de l'Union sacrée, oui, mais qui pense qu'il faut dialoguer. Oui, et c'est la deuxième fois qu'il dit ça. Autrefois, lorsqu'il y avait la violence, la guerre, en pleine guerre, il dit le président doit dialoguer. Il va dialoguer, mais il ne va pas vendre le pays. Et il voyage, il revient, il dit il faut que le président dialogue. Alors, qu'il ait toutes les autres forces. Et pourquoi vous refusez ce dialogue-là? Je vais vous répondre, M. Gustave. Vous pensez que ce n'est pas opportun? Ce n'est pas opportun. Allez-y. Pourquoi? Pour proposer le dialogue, fallait-il aller en France? Fallait-il aller aux États-Unis? Fallait-il aller au Rwanda ou ailleurs pour pouvoir avoir des injonctions et venir nous proposer le dialogue? Non. Et qui doit réclamer, qui doit proposer le dialogue? C'est le chef de l'État, il l'a dit. Soyez quand même sérieux. Pourquoi lui n'a-t-il pas proposé le débat au sein du Parlement sur le dialogue? C'est là qu'il devait discuter avec les parlementaires qui sont autour de lui. Il devait discuter et nous proposer des choses. Et encore faut-il que ce qu'ils vont proposer qu'ils soient sanctionnés par la population. Mais il ne l'a pas fait. Et il croit qu'il répond ou qu'il représente toutes ces intelligences qui sont dans ce pays. Non, c'est une erreur.
C'est une erreur de penser comme ça. Il aurait pu discuter avec les autres parlementaires. Il n'a pas discuté, il vient proposer ça. Et le chef de l'État l'a dit clairement dans le congrès de l'Union sacrée. Ouais. Il a dit, je ne peux accepter le dialogue que si il émane de mon initiative. C'est correct. C'est bien dit. C'est très très bien dit et ça doit être entendu. Vous voyez par exemple, il voyage en Afrique du Sud, on dit qu'il était malade, on peut lui accorder ça. Il arrive là-bas, après un moment, c'est Thabo Mbeki qui se présente. Un foutard qui n'a jamais su gouverner au niveau de l'Afrique du Sud, qui a des carrés miniers ici, tout le monde le sait, qui a été chéri par le président Kabila, le président sortant, qui est l'ex-président de la RDC, qui lui a donné beaucoup d'affaires qu'il faisait ici, et il revient pour nous imposer un dialogue. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et il a eu des problèmes dans ADC, dans leur parti, avec Malema qui est parti, il y a le président Ramaphosa qui est là, lui-même a été chassé du parti, mais pourquoi n'a-t-il pas proposé le dialogue chez lui? Et il vient ici conduire notre dialogue, que ça devienne, comment on appelle, Sun City 2, des choses comme ça. Ça a été fait parce que c'était le dialogue des belligérants et qui n'a rien apporté. Vous pensez qu'il n'a pas raison de convoquer des Congolais autour de lui, peut-être par son expérience, et puis il a quelle expérience? Ancien président de la République, c'est nous qui avons besoin de dialogue. Il s'est impliqué dans les situations. Supposons, M. Gustave. C'est lui qui était à la base d'un plus 4. C'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Supposons que nous avons besoin de ce dialogue ici. Et nous allons chercher Thabo Mbeki, dont nous connaissons les mœurs, pour qu'il vienne nous diriger ici. Cela suppose que les Congolais n'ont aucune intelligence. Est-ce que pour dialoguer, nous avons besoin des intermédiaires, comme l'Église catholique, qui s'interpose? Maintenant, à Washington, il y a un intermédiaire. Non, à Washington. Au Qatar, il y a un intermédiaire, non? Oui, vous voyez, ça c'est le dialogue en face de celui qui nous fait la guerre. C'est différent. Je vous ai dit qu'ici, il n'y a pas une crise de gouvernabilité, il n'y a pas une crise politique. Le dialogue est inutile. Que les catholiques ou les protestants et d'autres confessions religieuses se mettent ensemble pour nous proposer un schéma, une feuille de route, pour dire qu'il y a un dialogue. Mais c'est des choses quand même ridicules, ça. Mais justement, pour notre pays. Pourquoi vous dites que c'est ridicule? Parce que les catholiques ont initié, ils ont commencé à réclamer ce dialogue depuis un temps. Ils ont fait le tour du monde et puis ils ont fait le tour des différentes figures politiques. Et ils ont commencé par le Rwanda. Mais oui, bon, c'est pour trouver là, parce que c'est le Rwanda qui fait la guerre. Lorsqu'ils disent qu'il faut enterrer la hache des guerres, se mettre ensemble, où est le mal en cela? Dans ce livre, qu'est-ce que vous avez contre cette proposition de pacte pour la paix, mais aussi cette proposition? Nous savons d'où ça vient. Nous savons d'où ça vient. Ça vient dans ce livre, je parle des conflits. Oui. Celui qui doit aider à la négociation des conflits ne doit pas être en même temps juge et parti. Vous voyez, ceux qui réclament le dialogue, qui ont proposé le dialogue et tout cela, ils n'ont jamais condamné une seule fois l'agression. Ils n'ont jamais rendu hommage à toute notre population qui est tuée et qui continue à être tuée, abusée par tous ces rebelles, tous ces satanaboliques qui sont dans la rébellion à l'est du pays. Et ce sont eux qui viennent réclamer le dialogue. Vous nous croyez comme des stupides qui ne comprennent pas les choses. Dans votre ouvrage, voilà comment vous concluez sur cette culture du dialogue. Hein. Vous dites que c'est pour parvenir au dialogue. Oui. Il convient de procéder à la mobilisation et à l'intégration dans les projets politiques du dialogue, bien entendu, du pluralisme culturel, car il reste une meilleure chance. C'est vous qui écrivez. Oui. Alors, ce que les catholiques ont fait, je m'excuse, je ne suis pas leur avocat, mais j'entre pour comprendre ce que vous allez dire aux uns aux autres. Ils ont
commencé par la mobilisation, ils ont été partout, même chez le président de la République, et puis ils sont allés dans les pays qui nous font la guerre, et ils ont trouvé qu'il y a urgence de dialoguer. Ils ont mobilisé, et ils ont favorisé l'intégration au projet. Et qu'est-ce que vous leur reprochez? Vraiment. Alors, je dois dire, M. Gustave, je suis désolé de vous dire ça. Regardez. Ces prélats catholiques, depuis le premier mandat, ils ont toujours mis en mal la gouvernance du chef de l'État. Ils ne l'ont jamais accepté. Un pas. De deux, ils sont allés vers, ils disent dialogue. Le premier voyage pour aller chercher le dialogue là, c'est avec le Rwanda. Et ils reviennent, ils ont fait la tournée partout. Avec le financement. Avec le financement. Reçu d'ailleurs. On a vu même le président de la Senko qui est allé danser au Kivu. Qui danse, mais qui n'a jamais eu une bonne mémoire de tous ceux qui sont morts. Vous voyez ça? Et ils reviennent. Pourquoi nous avons des institutions ici? Pourquoi ne sont-ils pas passés par nos institutions? Qui est un débat au Parlement, qui est un débat sur l'espace public, où les populations se prennent en charge, discutent de ce dialogue-là. Ils entrent dans leur carcan, ils se réunissent, ils prennent des trucs, ils le font, et ils viennent proposer au chef de l'État. Le chef de l'État, il est chef d'État pour tous, mais est-ce que nous sommes tous convaincus? Est-ce qu'ils nous ont consultés tous pour que nous puissions discuter ces dialogues? C'est inutile. Ils ont un agenda qui n'est pas le nôtre. Vous pensez qu'ils peuvent visiter tous les peuples congolais? Par quel... Non, visiter, il y a des institutions. Il y a des institutions. Nous sommes à l'université. Ouais. Nous sommes à l'IPEL. Nous sommes au campus. Nous sommes ailleurs. Vous abordez... Mais est-ce qu'il y a eu un débat intellectuel sur ce truc? Voilà, vous arrivez. Vous arrivez au point parce que lorsqu'ils s'étaient Senko et CC, c'était limité à 2. Ils ont vu les chefs de l'État qui leur a demandé d'aller... Il les a corrigés. Voilà, ils ont corrigé. Je n'ai pas de dire la vérité. Voilà. Et ils se sont mis ensemble avec les autres confessions, les autres plateformes, et ils ont produit la feuille de route. Dans la feuille de route, ils proposent un mois de sensibilisation de la classe, un mois de la paix pour sensibiliser les uns les autres, mobiliser les uns les autres, et puis un dialogue scientifique. Voilà. Ils ont prévu dans leur schéma, avant d'arriver au dialogue politique, il y a d'abord cette sensibilisation, et puis il y a ce dialogue scientifique. Donc on va vous regrouper, vous êtes prévus dans leur schéma. Alors, où est le mal d'aller au dialogue? Mais ils ont un autre agenda. Il ne faut pas que ce dialogue-là vienne sur la table, on dit le dialogue, après ils disent non, le président doit avoir une année, doit avoir 2 ans, et tel doivent revenir. Ça ne va pas. Donc là, vous vous opposez au schéma ou bien vous... Parce qu'il y a un débat scientifique, le débat qui va vous regrouper, vous les scientifiques, je vous ai dit, et ce sont... Nous n'avons pas besoin de ce dialogue-là. Moi, en tant que scientifique, j'ai déjà discuté du dialogue. J'ai proposé des choses dans différents ouvrages que j'ai publiés. Donc, je n'ai pas besoin qu'ils puissent me dire de faire ça. Pourquoi ne sont-ils pas passés par des institutions de l'État qui existent? Il y a le Parlement. Pourquoi il n'y a pas eu un débat au Parlement? Nous avons 2 chambres du Parlement. Le dialogue devrait être discuté d'abord là, puisqu'il représente la population. Vous voyez ça? Alors, ils ont quel mandat public pour représenter notre population et venir dire c'est un fait privé. Donc les églises, ce sont des faits privés. Donc ils ne représentent que dans l'église. Ils sont le père spirituel, je les respecte. Je suis moi-même catholique, convaincu. Mais ce ne sont pas eux qui ont un mandat public. Il y a des gens qui ont un mandat public. Il y a le Parlement. Pourquoi le Parlement n'a pas discuté? C'est là qu'ils devraient aller proposer leur feuille de route qu'il y ait un débat public, puisque les députés représentent la population, ils sont auprès de nous, nous pouvons leur montrer, leur dire ce que nous pensons de ce dialogue. Pourquoi doivent-ils nous imposer le dialogue?
Qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté depuis 1960, les catholiques, dans ce pays ici? Et pour nous faire ce dialogue-là, ils doivent aller au Rwanda, ils doivent aller au Kenya, ils doivent aller... Les pays qui nous Donc c'est cette méthodologie que vous décriez. C'est déjà mal. Donc, quand vous commencez les prémices qui sont mal énoncées, le reste c'est foutu. Donc on ne peut pas considérer ça comme des gens qui ont été plus intelligents que nous autres. Donc il faut mettre les églises et leurs projets de côté. Absolument. Je suis radical. Vous êtes sûr et radical. Absolument. Et bon, ça c'est mon point de vue. D'accord. Parce que le chef de l'État a dit dans son adresse à l'Union sacrée qu'il ne peut y avoir de dialogue que sur sa propre initiative. Absolument. Là j'irai. Oui. Là j'accepterai parce qu'il a un mandat public. Oui. Il a le mandat du peuple à 73%. Il a le mandat du peuple. Et s'il observe, je vous ai dit, dans nos traditions, c'est comme cela. Le chef prend l'initiative. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du dehors. Un certain Thabo Mbeki, un certain Cholet, et tout ça. Mais c'est quoi ça? Le pays est en désordre ici. Il faut qu'il y ait la logique de la gestion du pouvoir. Vous voyez ça? Il faut que le chef de l'État prenne l'initiative. S'il observe qu'il y a des remous, il y a un dysfonctionnement, l'opposition est là. C'est normal, c'est dans une culture démocratique, l'opposition doit être là. Mais l'opposition doit proposer des choses. C'est d'abord l'Église catholique et les CC sont dans l'opposition depuis le premier mandat du chef de l'État. Et aujourd'hui, ils reviennent pour nous dire que, allons, ils sont juges. Et quoi? Mais Fayot le réclame aussi le dialogue. Fayot, c'est un acteur politique. Ils réclament le dialogue. Ce sont des acteurs Même politiques. ceux qui ont pris les armes, ils réclament le dialogue. Suivez Nanga et les autres. Le problème, c'est qu'ils ne répondent pas à nos questions. Nous posons la question. Y a-t-il une crise politique et une crise de gouvernabilité? Est-ce que les institutions de la République ne fonctionnent-elles pas? Ils n'ont pas répondu à ces questions. Est-ce que le chef de l'État a un mandat officiel que nous lui avons donné, un mandat public, que la population lui a donné, à 113%? Est-ce que nos députés qui sont au Parlement, les deux chambres du Parlement, est-ce qu'ils ont eu un mandat public donné par la population? Oui. Est-ce qu'il y a une crise au niveau du Parlement? Non. Alors pourquoi doit-on aller au dialogue? On nous fait la guerre. Nous sommes dans une situation où nous devons nous mettre ensemble, chacun à sa manière. C'est ce que nous faisons nous tous. Nous faisons des conférences à travers le monde. Nous avons été à Washington. Tout ce qui arrive ici, c'est ce que vous voyez. Mais nous avons travaillé depuis déjà de longue date avec M. Mundela qui est décédé. On a travaillé sur ce dialogue. On a travaillé sur ces deals. On a travaillé pour qu'on emmène l'administration américaine à nous aider à nous aider à affronter ces difficultés qui venaient de l'Europe à travers l'Europe. Alors, parce que nous allons déjà vers la fin de l'émission. S'il faut proposer au chef de l'État pour qu'il prenne l'initiative, est-ce le moment? Et puis, qu'est-ce qu'il doit considérer avant de pouvoir initier le dialogue, s'il faut en avoir? Nous avons deux processus qui sont très importants. Nous avons l'accord de Washington. Nous avons le processus de Doha. On termine d'abord cette étape et que la paix revienne dans notre pays et après nous allons nous mettre ensemble. Quand la maison brûle, il faut déjà commencer à dire non, venez, on doit d'abord éteindre le feu. Donc le dialogue ne peut pas éteindre le feu. Non, le feu. C'est un dialogue interne. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire avec avec le Rwanda qui nous fait la guerre. Nous avons Washington, l'accord de Washington. Donc, qui ne produit pas encore des effets jusque-là. Parce que l'accord a été signé, mais il y a encore des morts dans l'Est, oui, professeur. Soyez patient. Il y a Doha qui tâtonne. Soyez patient. Il y a Washington, on a signé, mais il y a encore des morts dans l'Est de la RDC. Oui, je suis conscient de ça. Soyez patient, ça va venir. La paix reviendra. C'est une quête. Vous voyez, c'est une quête, c'est un processus. Et quand il y a un processus, il y a toujours des coups en jambes. Donc il faut l'accepter comme ça. Mais ça finira par... Ça finira quand? Parce que des morts, on en a. Prenez de la patience. Prenez de la patience.
Prenez de la patience, s'il vous plaît. Vous êtes confiant dans les États-Unis? Absolument. Confiant. Je suis confiant d'abord dans le chef de l'État, Ouais. qui lui a pris l'initiative d'aller vers l'Amérique, les États-Unis, pour pouvoir résoudre cette question. Je suis confiant. Je suis confiant pour les accords de Washington, que ça va s'appliquer. Je suis confiant avec les résolutions qui ont été prises au niveau du Conseil de sécurité. Je suis confiant. Je suis confiant au gouvernement qui s'engage justement à faire cette pédagogie et à se battre pour que la paix revienne dans notre pays. C'est cela ce qui me motive, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, la situation peut changer demain. Voilà. La situation peut changer demain, mais vous sentez la pression qui est sur Uvira, la pression qui est dans d'autres zones, et on doit attendre. En attendant, on fait quoi? Non. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre, comme vous l'avez dit là, c'est vrai, vous soutenez, vous avez écrit le dialogue, avec le dialogue, on peut mettre fin à des rivalités politiques, au retour à la violence et consorts, j'ai lu. Mais vous refusez ce même dialogue. En attendant, on fait quoi? Non, écoutez. Parce que Doha est là, Washington est là. Ça vous tronquez Ouais. mes propos. Ouais. Le dialogue s'est fait au Congo. Hein. Vous Ouais. parlez de dialogue intercongolais ici. Ouais. Le dialogue signifie quoi? Je vous ai dit que le dialogue, c'est un événement humain. Vous voyez? Et cet événement humain vise des questions existentielles de la communauté politique. Je vous ai dit ça. Et quand vous revenez, vous tirez des conséquences ou les implications politiques dans notre pays, on observe qu'il n'y a pas une crise politique. Il n'y a pas une crise de gouvernabilité. Par conséquent, le dialogue n'a pas de sens parce que... Et donc, on doit Je dois se terminer. battre. S'il vous plaît, je dois terminer. Ouais. Et ce dialogue-là, qui est proposé par Thabo Mbeki, qui est proposé par les églises, c'est un dialogue qui n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas une crise politique, il n'y a pas une crise de gouvernabilité. Toutes les institutions fonctionnent normalement. Pourquoi doit-on aller au dialogue en ce moment? Il faut se battre pour que la paix revienne, que ceux qui sont tués, que le pays s'organise, que le gouvernement l'armée et que l'armée puisse défendre donc notre intégrité territoriale, qui puisse défendre nos populations qui sont tuées à tout bout de champ, qui sont violées, qui sont... Tout cela, c'est important. Seulement l'armée ou il faut aussi la part de la population? Oui, mais la population est engagée. Nous sommes tous engagés dedans. Mais vous ne le dites pas. Mais je le dis plusieurs fois. Parce qu'on ne sent pas que la mobilisation est nous sommes tous en train de le azimuts. faire. Nous sommes, ces émissions que la RTNC est en train de faire, ce sont des émissions pédagogiques. Nous invitons, il y a dans RTNC ce qu'on appelle Congo Téléma. Ouais. Hein, je suis souvent... c'est une mobilisation. Nous sommes en train de le faire. Nous sommes des enseignants. Quand je suis dans une salle de classe avec les étudiants, je leur parle de ça. Qu'il faut se mobiliser, qu'il faut s'engager. Ceux qui peuvent être capables d'aller dans l'armée pour faire la guerre et gonfler nos rangs pour pouvoir renverser la tendance, nous leur disons, je ne vois pas un professeur qui est sérieux, qui a cette responsabilité politique et qui ne peut pas le dire. La politique, il n'y a pas que les acteurs politiques. La politique, c'est une action sociale, c'est une action communautaire. Quand on revendique des choses, c'est déjà faire de la politique. Donc, on peut dire ça aux étudiants. C'est ça ce que nous faisons à notre niveau. À notre niveau, nous écrivons. Nous demandons à ce que les politiciens lisent ce que nous écrivons. Souvent, ils ne lisent pas. Ils viennent avec des choses, ils proposent des choses. Parfois, ils n'ont pas de soubassement scientifique, ils n'ont pas de bonnes connaissances pour pouvoir se lancer dans la politique. Donc, on leur propose des choses, papa. Voilà ce que nous faisons. Voilà, professeur Sylvain Mbumba, on a fini pour aujourd'hui. Merci pour vos multiples ouvrages, multipartisme politique en Afrique, résurgence des rivalités ethniques. On parle du dialogue ici, on parle du dialogue dans l'éthique sociale pour l'avenir, on parle du dialogue aussi dans le pouvoir de la paix en Afrique en quête du développement.
Je crois que même ici, l'illusion du pouvoir, c'est toujours lui et Sylvain. Tout ça, ce sont des écrits sur les dialogues, sur les négociations, sur la vie politique de la République démocratique du Congo et même sur les négociations, sur la vie politique de la République démocratique du Congo et même la République démocratique du Congo face aux autres États du monde, comment on doit se mobiliser, comment on doit discuter. Donc, des écrits par un professionnel, un professeur d'université scientifique. Voilà, on finit par là avec vous, professeurs. Voilà, qui met terme à notre émission de séjour. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. La suite, prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir.